Vous savez tous ce que veut dire faire le plein. Il faut dire que c'est facile, hein. Il suffit d'aller à la pompe, à la condition évidemment que la pompe où l'on va ne soit pas une pompe à vide. Mais faire le plein, plutôt faire le vide, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le contraire de faire le plein? C'est-à-dire rouler jusqu'à ce que la jauge du réservoir indique que le réservoir est vide. On devine que faire le vide, c'est quand même un peu plus compliqué. C'est un peu plus subtil que simplement tomber en panne sèche. Mais alors, d'abord, qu'est-ce que le vide? Un rapide coup d'œil dans un dictionnaire laisse perplexe, parce qu'il fait voir qu'il y a plusieurs sortes de vide. Par exemple, le vide qu'on peut faire avec une pompe à vide n'a pas grand-chose à voir avec le néant hindouiste, ni avec la vacuité bouddhiste, ni avec le vide que je pourrais faire autour de moi en allumant un cigare dans une pièce, ni avec le vide vertigineux qui effraie l'acrophobe et qui excite l'alpiniste. Et donc, par un effet ironique, il se pourrait que le mot vide soit victime d'un trop-plein de signification. Et donc, il faut préciser ce qu'on entend par ce mot et procéder à ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. Là, je vois que j'ai oublié les guillemets, donc je recommence. Il faut procéder, j'ouvre les guillemets, à un nettoyage de la situation verbale, je ferme les guillemets, pour parler comme Paul Valéry. Comme ça, on est tranquille. L'idée de vide, elle évoque d'abord l'absence de toute chose, le rien, le néant, qui sont trois mots presque synonymes, c'est-à-dire qui disent à peu près la même chose, cette idée de vide. À ce propos, vous avez remarqué une chose étonnante, c'est que si on dit ces trois mots l'un derrière l'autre, en les faisant précéder par le pronom je, ça donne ceci, je, néant, vide, rien. Je n'ai envie de rien. Alors, cette bizarrerie ne nous aide guère. Même elle nous égare, parce que faire le vide, ça n'est pas la même chose que n'avoir envie de rien. Puisque pour faire le vide, il faut déjà avoir envie de faire le vide. Ça n'est pas non plus faire le néant, c'est-à-dire raser l'univers. Il faut rester modeste. Ça n'est pas non plus ne rien faire, ça n'est pas être fainéant. Et donc, même si l'idée de vide évoque une présence raréfiée jusqu'à l'absence, le vide, c'est pas la même chose que le néant. Et c'est tant mieux pour moi qui vous en parle, parce que l'idée de néant, si on y réfléchit un peu, c'est une idée indicible, impensable. Parce qu'en fait, c'est une idée qui est destructrice d'elle-même. Dès qu'on se met à imaginer ou à penser le néant, on en fait quelque chose que précisément, il ne peut pas être. Dès que l'idée de néant se forge dans notre esprit, le mouvement même de notre pensée transforme le néant en question en une sorte de substance à laquelle on va attribuer une spatialité, une matérialité, que le néant ne pourrait posséder sans contredire sa propre définition. Et donc il y a un paradoxe. Penser le rien n'est jamais penser à rien. L'idée de néant n'est une matière à penser que si on n'y pense pas, puisqu'il devient une sorte de matière qui détruit l'idée même de néant qu'il est dès qu'on y pense. Alors, si le vide n'est pas le néant, qu'est-il? Alors on trouve des définitions, par exemple le vide c'est ce qui reste dans un récipient après qu'on en a tout enlevé. Donc le vide ce serait le lieu de la béance radicale, de la vacuité absolue. Sauf que cette définition pose un problème. Parce que si le vide n'est pas rien, c'est qu'il est quelque chose de particulier. Et curieusement, ce quelque chose de particulier ne doit pas être retiré lorsqu'on fait le vide, sinon le vide en question devient un pur néant qu'il ne peut pas être puisqu'on a dit qu'il était quelque chose. Donc, pour faire le vide, il faut absolument tout enlever, absolument tout, sauf le vide. Ça fait combien? 3 minutes que je parle et on n'a pas beaucoup avancé, on tourne en rond.
j'ai même l'impression d'être une cruche, d'avoir l'air d'une cruche même, ce qui est un sentiment assez désagréable, mais que je peux interrompre en me rappelant que la cruche, c'est justement l'exemple que je choisis des cartes pour parler du vide. Si je prends une cruche, je peux retirer l'eau qu'elle contient. Mais alors, elle contient de l'air. L'air d'une cruche. L'air de la cruche, je peux le pomper. Mais à ce moment-là, il reste dans la cruche le rayonnement électromagnétique qui est émis par ses parois. Je peux l'annuler en portant la température de la cruche au zéro absolu. Ensuite, je peux retirer la cruche. Il va rester un lieu, une portion d'espace. Est-ce que je dois retirer aussi l'espace? Où dois-je interrompre l'entreprise d'exfiltration que je viens de commencer? Où s'arrête la liste des objets que je dois ôter pour faire le vide? Poser cette question, c'est comprendre que le tout dans la phrase « le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé » dépend de la théorie physique que je choisis comme référence. C'est à partir des objets qu'elle considère comme réels que je pourrais, en ôtant ou en éliminant ces objets, définir tel ou tel type de vide. Par exemple, si on prend la physique de Newton, celle qu'on apprend au lycée, pour cette physique, il y a trois sortes d'objets dans l'univers. Il y a l'espace, il y a le temps, et il y a les corps matériels. Faire le vide, c'est retirer tous les corps matériels. Et alors, il reste l'espace vide, c'est-à-dire sans rien à l'intérieur, qui passe son temps à rester lui-même, égal à lui-même. Très bien. Sauf que la physique qu'on utilise aujourd'hui pour décrire la matière, ce n'est pas du tout celle de Newton, c'est une autre physique qu'on appelle la physique quantique. Et en physique quantique, quand on retire les particules, toutes les particules, on obtient un vide qui n'est pas l'espace vide. C'est un vide qui contient de la matière fatiguée, c'est-à-dire des particules qui sont bel et bien là, mais qui n'existent pas vraiment. Ce sont des sortes de fantômes auxquels il manque de l'énergie, de sorte qu'elles ne peuvent pas se matérialiser et elles deviennent inobservables. C'est ce qu'on appelle des particules virtuelles, et elles s'ébrouent dans ce vide de façon un peu végétative, comme des belles au bois dormant. Comment faire pour les réveiller? Il faut leur donner un baiser énergétique, c'est-à-dire leur donner les méga-électronvolts qui manquent à leur pleine incarnation. Pour ce faire, c'est très simple, on fait des collisions de particules de haute énergie, et ces particules se comportent comme des princes charmants microscopiques. Ils donnent leur énergie au vide quantique, du coup des particules virtuelles avalent cette énergie, deviennent réelles, et sortent du vide avec une énergie qui peut être très grande. Elles qui faisaient une longue sieste depuis les débuts de l'univers retrouvent la vitalité qu'elles avaient autrefois et quittent ce repère avec une énergie colossale. Alors ce que je vous dis là du vide quantique, ça fait penser à une intuition assez géniale qu'a eu Blaise Pascal, le philosophe, mathématicien, physicien Blaise Pascal. Intuition qu'il a formulée dans une lettre en 1647, lettre qu'il a adressée au Père Noël. Alors ce n'est pas le Père Noël des sapins, c'est le révérend Père Noël, qui était un jésuite, auteur d'un livre intitulé Le plein du vide, avec lequel, évidemment, Blaise Pascal n'était pas d'accord. Et dans cette lettre, Blaise Pascal écrit ceci. Il y a autant de différences entre le néant et l'espace vide qu'entre l'espace vide et la matière. L'espace vide, dit-il, tient le milieu entre le néant et la matière. Autrement dit, le statut qu'a le vide quantique, c'est exactement le statut que Blaise Pascal attribuait au vide tout court. C'est une sorte de prologue de la matière, d'état de référence, de plus basse énergie, d'où émerge la matière telle que nous la connaissons, sans qu'elle coupe jamais son cordon ombilical. La matière reste reliée au vide d'où elle est sortie. Alors la physique quantique, c'est évidemment très compliqué, mais en gros, on peut dire que c'est une physique qui décrit toutes les manifestations du monde physique comme des excitations à partir de cet état fondamental de la matière, à partir de ce vide quantique qui est une sorte de diapason primitif de l'univers.
Alors si je vous dis cela, c'est tout simplement parce que le fait que le vide quantique, à rebours du sens des mots, soit plein, peut nous inspirer. C'est-à-dire que c'est une métaphore qui nous permet de penser que finalement, faire le vide, c'est d'une certaine façon faire le plein, puisque le vide est plein. Mais alors le plein de quoi? Si je prends l'analogue quantique, c'est le plein de désir d'énergie, c'est le plein d'envie de fougue, c'est le plein de libido existentiel, c'est le plein d'avènement de soi dans la grande vivacité. Et donc mon conseil est le suivant. La prochaine fois que vous aurez un coup de pompe, ou que vous vous sentirez plein de trop plein, allez faire un tour par la pensée dans cette source d'élan vital qu'est le vide quantique. Et vous verrez que passer par ce vide-là, c'est tout le contraire d'un passage à vide. L'épreuve du manque, du repli sur soi, du calme que ce vide nous impose, nous en fait ressortir plus vivants, plus désirants, moins banals, et donc positivement dopés. Alors je vous laisse réfléchir là-dessus, en espérant n'avoir pas parlé dans le vide, et surtout en vous souhaitant bon courage pour cette petite méditation physico-philosophique que je vous propose, aux vertus potentiellement stupéfiantes.